Bonjour, bonsoir, amis explorateurs de vérité. Aujourd'hui, je me suis mis au vert, c'est les couleurs de l'espéranto. Pourquoi l'espéranto? Je ne vais pas vous en parler spécifiquement aujourd'hui, mais je vais vous parler de mots. Alors, donc les mots, mais aussi de sémantique relativiste, de design sémantique, de la mécanique des sèmes, comme un peu la mécanique des fluides. Alors pourquoi parler de mots? C'est parce que je vais commencer à essayer d'aborder des sujets plus concrets, mais il faut y aller calmement. Et donc, pour cela, j'ai besoin d'outils précis pour aller investiguer. C'est-à-dire, c'est comme un chirurgien qui veut opérer son patient, il va faire avant la checklist de ses outils. Il va notamment vérifier s'il a un scalpel, s'il veut ouvrir son patient, et puis éventuellement s'il est bien aiguisé. Donc le scalpel dans le monde des idées, dans le monde cognitif, c'est les mots. Pas seulement peut-être, mais c'en est un qu'il faut avoir sous le coude. Et donc, le scalpel, c'est pas le tout qui soit aiguisé. Peut-être aussi, il faut voir est-ce qu'on a un bon scalpel, ou est-ce qu'il peut y en avoir d'autres. Est-ce qu'on en a besoin aussi? Est-ce qu'il faut vraiment ouvrir son patient? Donc ça c'est une autre question. En tout cas, pour savoir si on a un scalpel correct, c'est pas le tout de l'aiguiser. Il faut connaître un peu l'histoire du scalpel, comment s'est fait un scalpel, savoir est-ce qu'il a bien été conçu, comment, par qui, est-ce qu'il y en existe d'autres, et puis éventuellement savoir faire le sien. Si on pense que tous ceux qui existent sur Terre, c'est pas ceux qui nous conviennent. C'est possible, hein? Ça arrive plus souvent qu'on croit. Donc finalement, c'est une question d'avoir conscience de ces outils qu'on emploie. Parce qu'un outil, ça n'est jamais neutre. C'est important ça, et on y reviendra. Donc avoir conscience de ces outils, de leurs nécessités, de leurs limites, et comment les manier avec dextérité finalement. Donc avoir une sagesse sur ces outils, être formé par exemple à leur ergonomie, quoi. Avoir une idée de leur design global dans cette affaire. Par moments, selon moi, les mots remplissent correctement leur mission, et d'autres moments, ils laissent à désirer. Alors, la question c'est, est-ce qu'on fait juste attention en sachant ça, en disant « Ah, les mots c'est pas parfait, alors bon, on fait attention et on fait avec », ou bien on se dit aussi, on fait attention, mais on va quand même essayer de fouiller pour essayer de faire mieux encore, pour que ces outils-là aient moins de limites encore demain, hein, et instaurer des mécanismes de résilience, hein, aux limites actuelles de nos outils, quoi. Donc on va parler un peu de ce genre de problème. Alors pour ce faire, on va y aller par le début. La question c'est, qu'est-ce qu'un mot? Alors c'est pas simple comme question en fait. C'est comme beaucoup de questions qui paraissent simples, mais en fait elles ne le sont pas. On pourrait dire qu'un mot c'est un outil de prime abord, qui est issu d'une technologie qui s'appelle le langage. Alors le mot pouvant être lui-même une technologie finalement. Un mot c'est un signifiant et un signifié. Le signifiant c'est le véhicule, la boîte, l'interface visuelle, auditive, palpable, comme le braille par exemple. Ça peut être aussi une image, donc là il faudrait plus appeler ça un mot, mais un signe ou un symbole, mais on va pas entrer dans les détails. Donc c'est une boîte, le mot, de prime abord, enfin le signifiant, entre nous et le signifié. C'est une interface entre nous et le signifié. C'est ce qu'on appelle finalement aussi un code, au sens d'accord tacite, d'échange normalisé de sens. C'est un standard pour nous permettre de communiquer, de pouvoir faire transiter du sens d'une plateforme à une autre, d'une entité à une autre, d'une tête à une autre. Voilà. Le signifié donc étant le sens dans cette affaire, hein, c'est la chose sur laquelle on peut donner une définition. Mais tout cela, vous le savez déjà dans l'ensemble. En revanche, ce qui est un peu moins partagé aujourd'hui, c'est que ça c'est quelque chose que je pense, c'est qu'un mot c'est une boîte noire, c'est toujours une boîte noire.
C'est toujours vague. Ça peut pas être précis, gravé dans la roche, en quelque sorte. On ne sait jamais, on peut donner une définition, mais voilà, après il faudrait définir la définition, et puis ainsi de suite. Donc bon, c'est quelque chose qu'on reviendra aussi. On ne peut jamais, à mon sens, savoir précisément ce qu'il y a dans cette boîte noire, oui, ni même véritablement ce qu'on a vraiment envie d'y mettre, en fait, ou de ne pas y mettre. Parce que pour faire le tour d'un mot, il faut avoir fait le tour de tous les mots, de tous les autres, en quelque sorte. Et ça, c'est une notion que je reviendrai. Donc un mot, pour moi, a juste un degré de précision. Un mot, c'est se mettre d'accord sur un flou, sur le degré de tolérance mutuelle de ce flou. Donc on se met d'accord sur un... Voilà. Donc c'est un degré de tolérance sur une approximation sur lequel on est à un instant donné d'accord, on est OK pour bâtir ensemble. Alors, par exemple, donc l'essence dans la vie, on pourrait imaginer une grosse nébuleuse, mais pour schématiser, on va schématiser ça sous forme de carte. Donc imaginons que ça c'est l'ensemble, j'ai représenté ici, c'est une représentation un peu de l'ensemble de ce qu'on aurait à dire en fait. Et donc, on va dire, ici, voilà, ici c'est les Chinois. Donc voilà, moi je crée une zone comme ça, il y a une zone qui se détache là, on va dire, ici c'est les Chinois, grosso modo. Puis on se dit, ok, on va partir là-dessus, on va commencer à parler en tablant là-dessus, quoi. Bien qu'éventuellement, il y a un petit Chinois qui traîne aux États-Unis, quelques-uns en Europe et tout. Et puis les Chinois, ils habitent en Chine, mais la Chine, il y a des concessions un peu partout dans le monde, et puis dans la Chine, il y a même des concessions d'autres pays, quoi. Donc voilà, c'est jamais trop, mais voilà, il y a toujours un degré de précision, un espèce de curseur de précision qui s'instaure. Alors généralement, on s'accommode pas trop mal avec ce flou, et on a de la chance, la communication arrive à passer. Par exemple, il y a quelqu'un qui m'interpelle pour chercher son chemin, il cherche Madame Michu. Alors moi je lui dis, tu vas tout droit là, et tu continues toujours tout droit, et puis à l'arbre, tu tournes tout de suite à droite, et tu vas la trouver. Alors le gars il y va, il tourne à droite à l'arbre, et puis il rencontre une personne, c'est Madame Michu, tout va bien. Donc là, on a eu... c'est une question de fréquence finalement, entre... on a été sur les mêmes fréquences entre ce que j'ai dit, ce que lui il a compris, et puis l'existant dans la nature, quoi, en fait. Et donc, on était sur les mêmes ordres de grandeur d'onde, de longueur d'onde, et ça colle, ça passe. Pas de souci. En revanche, des fois, ça passe pas, c'est problématique, le message est faussé. On aurait eu besoin d'être plus précis. Donc, des fois, on le voit en amont, quoi. C'est-à-dire, je parle avec mon bonhomme là, il me dit, hey, mais attention, au loin là, je vois qu'il y a 2 arbres. Tu peux pas préciser un peu parce que là, ça va pas aller. Donc, oui, effectivement, il y a un marronnier, un cerisier, quoi. Et puis sinon, des fois, on s'en aperçoit pas. Donc là, je lui précise, et puis ça va, il va aller trouver Madame Michu. Puis des fois, j'oublie de préciser, soit j'oublie, soit je ne savais même pas en fait que sur Terre il pouvait y exister en fait 2 arbres, tu vois. Pour moi c'était impossible. Et donc du coup le gars il va tout droit, il tourne à l'arbre, il rencontre une personne, il parle avec cette personne en pensant que c'est Madame Michu, et puis voilà. Et là il y a une erreur qui s'installe, et puis pendant 10 ans, par exemple, il va venir vers moi, il va me dire, ouais, Madame Michu, elle a dit ça, et puis en fait, c'est pas du tout Madame Michu, moi, Madame Michu, c'est celle-là, enfin, donc il y a un gros quiproquo, quoi. Voilà, et ça, pour désamorcer des quiproquos, ça peut être difficile par moment. Donc, il faut dire aussi qu'un mot, ça évolue au fil du temps. Un mot, il est là à un moment donné, parce qu'on en a besoin, en fait. Parce qu'on a la nécessité de nommer, la nécessité de dire quelque chose à un moment. Et après, généralement,
on a besoin de le reciter, mais bon, ça c'est un détail. Donc voilà, ça c'est un truc intéressant, c'est qu'un mot, ça ne naît jamais par hasard. Donc un mot, il y a aussi cette notion il y a un principe de poupée russe dans les mots, c'est-à-dire on peut préciser comme ça avec un emboîtage. Hein, c'est comme parmi la carte des sens, il y a la région des sentiments. Dans la région des sentiments, il y a le quartier de l'amour. Et dans le quartier de l'amour, il y a la maison de l'agapé, la maison de la filia, enfin, etc. Donc voilà, il y a une notion éventuellement d'infiniment grand vers un infiniment petit, infiniment grand imprécis, infiniment petit précis. Mais pas que finalement, il y a aussi une espèce d'infiniment complexe, infiniment enchevêtré, intriqué, intricable et circulaire. Hein, c'est-à-dire que... Donc là c'est un peu plus complexe à imaginer, c'est-à-dire que finalement, je sais pas si... Donc là on peut prendre un peu l'exemple sur l'infiniment grand, l'infiniment petit physique, hein. Donc il y a l'univers, les galaxies, les planètes, les atomes. Dans les atomes, il y a des mesons, des quartons, etc. Et finalement, est-ce que c'est des infinis qui sont donc avec l'infiniment grand qui va toujours dans une direction et l'infiniment petit qui va toujours dans la direction opposée, ou est-ce qu'à un moment donné, ça se rejoint des deux bouts et finalement le petit et le gros, c'est tout pareil, quoi. Enfin, c'est tout pareil, c'est circulaire. Donc ça c'est... En sémantique, moi, j'ai l'intuition que c'est beaucoup ça. Hein. Donc il y a un principe comme ça qui s'appelle les naturels sémantiques métalangage. Et finalement, à mon sens, pour moi, il n'y a pas de sème primordial au sens de sème racine. Donc tout est racine. Après, il y a des racines qui sont plus pérennes dans le temps. Donc ça, on va en reparler. Donc il s'agirait en fait de quasar, de quasar pas cosmologie mais astronomie. On appelle ça des quasars, c'est des objets célestes très éloignés, tellement éloignés qui sont relativement immobiles par rapport à nos temps humains. Et donc on peut tabler dessus pour définir la position des différents autres objets dans l'univers. Hein. Donc c'est pour illustrer qu'en fait, ce qui me semble, moi, c'est que finalement, dans l'univers, tout est mouvant. Dans l'univers, tout est mouvant, tout est... Mais c'est pour illustrer, dans le monde des idées, dans le monde des mots, dans le monde du sens, c'est ça, c'est que tout est mouvant, tout est intriqué, et que tout ne peut être défini que par les voisins, les autres sens. Hein, on ne peut pas définir de façon précise, dans un absolu, on ne peut que donner des définitions relatives par rapport au reste. Hein. Donc c'est comme ça qu'on fait pour les planètes. La Terre, par exemple, on ne peut pas lui donner une position absolue. On lui donne une position relative par rapport à un référentiel. Donc la Terre, par exemple, on va lui donner une position par rapport au Soleil. Et puis le Soleil, on va lui donner une position par rapport à un quasar. Pourquoi pas. Et donc voilà, tout se tient en fait. C'est-à-dire que plus on définit quelque chose, le quelque chose, il est défini parce que le reste est défini par rapport à ce quelque chose. Bon. Voilà, donc il y a une espèce de dérive des continents, une dérive sémantique qui s'opère à longueur de journée, comme ça. Donc des notions de géoréférentiel, finalement. Voilà. Donc c'est l'ensemble qui tient l'ensemble. Et puis, un mot aussi, c'est une hypothèse. À mon sens, c'est une piste de réflexion, un truc qui est là pour que dans l'incertitude totale, on se dise tiens, ici j'ai l'impression qu'on tient quelque chose,
hein, que ça peut constituer un truc cohérent, et donc on va le séparer, on va lui donner un tag pour essayer de bâtir dessus. Donc détachons ça du reste et voyons où cela peut-il nous mener, quoi. De distinguer cela du reste, d'autres choses. Donc un mot aussi, ça accepte des définitions. Alors des définitions, une définition ou des définitions, c'est ça la question. Est-ce que la définition d'un mot, c'est l'ensemble de ces définitions? C'est ça, une question intéressante, hein, parce que les définitions, un objet, ça peut être défini par pas mal de choses. Ça peut être défini par la couleur, le détail. Donc par exemple, je disais qu'un mot, ça évolue dans le temps. Hein. Donc par exemple, on va prendre l'exemple des couteaux. Donc dans la famille des couteaux, il y a le couteau blanc, hein, le couteau gris, et puis le couteau marron. Hein. Il y a aussi le couteau de cuisine. Il y a le couteau pliant, il y a le couteau à pain et le couteau à greffer. Hein, il y a aussi des plus grands couteaux. Hein. J'avais un sabre, mais je ne l'ai pas retrouvé. Mais je vous rassure, hein, je n'utilise pas beaucoup. Et donc voilà, un mot, est-ce qu'on le définit par sa couleur, par sa fonction, par ses parties, c'est-à-dire est-ce qu'il a un manche, est-ce qu'il n'en a pas, son détail, des dents, il n'a pas de dents, son propriétaire, son fonctionnement qui est différent de la fonction. Voilà. Mais l'autre question, c'est dans cette affaire, qui choisit en fait, hein? Qui choisit de ce qu'on met ou ce qu'on ne met pas? Qui fait loi? Est-ce qu'on laisse ce choix à un organisme central, un père bienveillant qui donne son autorisation en fait, hein, c'est la question que je voulais en venir aussi. Parce que la définition d'un mot finalement c'est quelque chose de très personnel, de prime abord, vu que c'est un flou. Donc déjà on n'a jamais les mêmes en fait. Hein. On peut toujours essayer de déflouter ce flou, mais on ne peut jamais le faire véritablement à mon sens, peut-être. Et donc c'est un choix personnel, et ensuite ça devient relationnel, hein, avec une ou les personnes avec lesquelles on communique directement. Donc là où je veux en venir, c'est qu'au final, une des questions c'est est-ce qu'on doit attendre qu'on soit tous d'accord avec la définition d'un mot pour que je puisse commencer à l'utiliser avec mon voisin. Doit-on attendre l'aval d'un dictionnaire officiel, hein? Est-ce qu'on doit avoir nécessairement qu'un dictionnaire officiel pour communiquer, quoi? Parce qu'il m'arrive parfois d'inventer des mots lors de conversations. Par exemple, je sors un mot un peu inhabituel, quoi, et puis les gens ouvrent leurs grands yeux et disent « Quoi? Qui t'es-toi pour inventer un mot? C'est pas normal, qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Donc voilà, moi je revendique mon droit de donner mes définitions et d'inventer mes mots, tout simplement. Hein, donc, par exemple, des fois aussi, je donne une définition et j'entends « Ah mais non, ce mot-là, dans le dictionnaire officiel, ils disent pas ça, t'as faux, Monsieur Tartampion, il a dit que... » Enfin voilà, donc bon. Donc ça c'est des trucs que moi j'ai plus envie d'écouter, quoi. Ça m'intéresse plus de parler là-dessus, quoi. Hein. Alors, quand on n'est pas d'accord sur une définition, éventuellement, les gens peuvent me donner la leur, quoi. Pas la leur. J'aimerais bien ils peuvent me donner celle qu'ils pensent officielle, mais aussi c'est mieux quand ils l'ont un peu intériorisé, quoi. Et donc je la confronterai éventuellement à la mienne. Hein, je les mettrai en confrontation. Si elle est meilleure, je vais me nourrir de celle-là, ou même je vais remplacer totalement la mienne, quoi. Hein, je ne vais pas édulcorer ce que je pense pour faire plaisir. Hein.
On ne se met pas d'accord sur une définition pour faire plaisir à l'autre, juste pour dire ah ça y est, c'est cool, on a une définition commune, le monde est merveilleux. Hein. Inscrivons-la vite noir sur blanc sur un bout de papier relié de fil d'or. Hein. On se met d'accord parce qu'on peut le faire. Et si on n'est pas ok, c'est pas bien grave, hein, c'est juste éventuellement ennuyeux. Hein, et il faut qu'on travaille encore éventuellement là-dessus. Donc il faut libérer pour moi ce genre de pouvoir, le rendre plus liquide. Donc le pouvoir de donner des définitions et inventer des mots. Donc si j'ai besoin moi d'user d'un mot avec une définition farfelue avec mon voisin, eh ben, c'est pas compliqué, hein. On se met d'accord peer to peer, hein, de pair à pair, et c'est parti, on synchronise quelque part. Mais aujourd'hui, notre langue ne nous permet pas en fait de faire cela correctement, tant au niveau technique que culturel que au niveau de la gouvernance. Puis peut-être à d'autres niveaux, mais voilà. Donc, parce qu'en fait, on doit le faire à la mano, ce boulot-là, par rapport à ce qui est en place. Hein. Donc, moi, je crois qu'il faut en fait qu'on mette en place des moyens pertinents pour faire cela, pour pouvoir se synchroniser, avec des systèmes de dictionnaires décentralisés, interopérables, c'est-à-dire capables d'échanger de la data, quoi, entre eux, que chacun se mette à soigner son propre dico, donc construire son dictionnaire personnalisé, voilà, et puis donc dans le système mettre en place les protocoles d'échange, par exemple à la fois de mots, mais aussi de pans entiers de secteurs sémantiques, quoi. Hein, un peu comme on partage des références bibliographiques un peu. Et puis aussi mettre en place des outils pertinents de comparaison, hein, des systèmes automatiques aussi d'alerte qui analysent, quand on est en train de dire, ils analysent les définitions des mots, et puis dès qu'en fait ce système-là s'aperçoit que notre définition de mots chez nous, elle est loin d'être pareille avec la définition de la personne avec qui je parle, ben là, on est alerté, et puis comme ça on peut voir, on peut analyser qu'est-ce qui cloche, et est-ce qu'on a besoin de se remettre d'accord sur un mot plus précis. Donc voilà, qui analyse si on est toujours dans la même longueur d'onde. Donc hier on avait des dictionnaires centralisés parce que c'était plus simple en fait. Hein. Cette simplicité, cette pyramidité nous mettent dedans à longueur de journée, ça nous entrave, ça nous rend inaptes à l'agilité, à réagir, à cultiver les bonnes idées, sans être étouffés par les idées dominantes. Donc les dictionnaires officiels, à mon sens, ils font force de loi en fait. Ils saturent l'écosystème et étouffent l'émergence de la diversité et finalement la respiration saine du sens, quoi, en fait. Hein, on peut illustrer ça comme une diversité génétique au sein d'une population. Hein, et petit à petit, quand cette diversité génétique, elle ne peut pas se faire correctement, elle s'appauvrit, hein, par une espèce de monoculture des mêmes gènes. Et finalement, les mauvaises idées progressent car elles apprennent à se défendre. Elles apprennent de plus en plus à se défendre par rapport au reste qui ne mute plus. Elles deviennent de plus en plus résistantes à des idées qui sont pas encore abouties, quoi, en fait. Hein, parce que c'est des idées qui sont pas encore abouties à mon sens et qui n'évoluent plus, qui sont figées. Donc voilà, cette vidéo, c'était pour notamment aussi pour dénoncer une imposture des logiques centralisées, autoritaires, sémantiques, donc dont les dictionnaires sont une. Mais voilà, culturellement, on a des logiques comme ça d'essayer de faire des définitions figées et puis aussi centralisées, c'est-à-dire avoir une définition comme ça, tout est clair,
et puis pas permettre aux gens d'un peu explorer, quoi. Donc voilà, mise en place des bons mécanismes pour se synchroniser, se méfier des mots comme la peste, hein, mais voilà, juste se méfier, hein, c'est pas cracher dessus à longueur de journée, mais comme beaucoup d'autres choses aussi, hein, et, et dire aussi qu'un mot c'est un code, un mot donc c'est du code, et il y a un gars qui dit il y a une idée qui tourne comme ça, comme quoi le code c'est la loi, code is law. Donc un code c'est de la loi, à mon sens aussi, et donc un mot c'est de la loi. Et donc c'est pas neutre. Donc une loi c'est pas neutre, on le sait tous, ça dépend comment elle est faite, il faut y être vigilant pour cela. Donc se méfier toujours des outils qu'on emploie, du comment ils sont faits. Voilà, je vous remercie.